La conferencia va a tratar sobre Rembrandt, un pintor que quizá no está tan representado en este museo, pero tan importante para un curso sobre los pintores de lo real, y que además les adelanto que va a haber una exposición aquí en el Museo del Prado a finales de este año. También agradecer sobre todo al profesor Todorov su estancia aquí, porque ha venido de París, ha llegado hace muy pocas horas, después de muchísimas horas en el aeropuerto, porque tenían una huelga de controladores en Francia, y han sido muchas horas en el aeropuerto para llegar aquí finalmente. Queremos agradecérselo muy especialmente. Y en cuanto a su presentación, diré muy pocas palabras. Como saben, nació en Sofía, en Bulgaria, aunque desde el año 61 reside en París y está nacionalizado como francés. Estudia en la Universidad de Sofía y también es doctorado en Letras por la Universidad de París en el año 70. Como digo, desde el 63 reside en Francia, en París, y trabaja en el prestigioso Centro de Investigación CNRS de París. Trabaja allí desde el 68 y ha sido director de investigación, siendo en la actualidad su director honorario. Ha sido también profesor invitado en universidades tan prestigiosas como Yale, Nueva York, Berkeley, Columbia, y también ha dado clases, por supuesto, en la Universidad de París. Se le tiene como uno de los fundadores del estructuralismo literario, y sus primeros trabajos de crítica literaria se dedicaron a la poética de los formalistas rusos, extendiendo posteriormente su interés a la filosofía del lenguaje. A la historia del arte llegó más tarde, y yo sí que les quiero recomendar un libro traducido al español, Galaxia Gutenberg, que trata precisamente sobre la pintura flamenca del Renacimiento. Se llama Elogio del individuo. Del resto de su bibliografía, destacar también La aventura de lo absoluto, puesto que ha sido el último traducido aquí en España por Galaxia también el año pasado, y también lo pueden conocer por varios artículos de opinión publicados en El País. Nada más, muchas gracias. Voilà le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Et je dois tout de suite m'expliquer là-dessus. C'est que, en fait, le peintre Rembrandt n'a jamais vraiment peint de tableaux qui appartiennent à la représentation du quotidien. Je m'explique. Au XVIIe siècle, aux Pays-Bas, a été créé un nouveau genre de peinture, le genre qu'on appelle justement la peinture de genre. Cette peinture consiste à représenter non pas des sujets mythologiques, religieux ou historiques, ni d'un autre côté des objets inanimés, des natures mortes ou des paysages, mais des scènes de la vie quotidienne. Et le grand courant de la peinture du XVIIe siècle que nous chérissons aujourd'hui venant des Pays-Bas est précisément ce type de peinture dont un Vermeer ou Metsu ou Janssen ou d'autres encore sont les illustres représentants. Mais Rembrandt, lui, n'a jamais vraiment peint de tableau de ce genre. Alors que je me propose d'en parler, il faut que je m'explique d'abord sur ce paradoxe. C'est que, en réalité, les différents types de peinture appartiennent à l'époque à une hiérarchie assez stricte. Et selon cette hiérarchie, la peinture dite historique, celle qui justement part de sujets mythologiques ou religieux, est
mieux appréciée et plus chèrement payée que la peinture qui prend comme sujet les expériences ordinaires de gens ordinaires. Rembrandt est un peintre qui est très attentif au prix que vont coûter ses peintures. Et donc, il a opté pour que ces peintures se répartissent dans deux grands genres, peinture historique d'un côté, portrait de l'autre, qui lui assurent une existence matérielle relativement satisfaisante. En revanche, dans ses dessins et dans ses gravures, Rembrandt a consacré autant, sinon plus de place et plus de temps à la vie quotidienne. Donc aujourd'hui, je vais me tourner essentiellement vers cet immense héritage de Rembrandt que représentent ses dessins, probablement 2 fois plus nombreux que les tableaux, ou vers les gravures, car c'est là que nous trouvons ces exemples de vie quotidienne. L'un des moyens l'un des thèmes que va introduire Rembrandt de façon assez caractéristique, un exemple typique de cette innovation à laquelle il procède, ce sont les scènes de femmes avec enfants. On sait que l'un des proches du peintre possédait, après la mort de Rembrandt, possédait un album qui contenait 135 dessins décrits par Rembrandt lui-même comme sur la vie des femmes et des enfants. La plupart de ces dessins datent d'une période particulière, celle pendant laquelle Rembrandt est un homme marié avec Saskia. Pendant ces 9 années de vie commune, il a dessiné la plupart de ses dessins, mais il a continué à le faire jusqu'à la fin de sa vie. Et il faut dire qu'aucune facette de cette existence n'échappe à son attention. Il ne se contente pas, comme beaucoup de peintres le font à cette époque, de représenter la mère avec l'enfant dans une position qui rappelle celle de la Vierge avec Jésus, mais choisit de montrer vraiment toutes sortes d'exemples de vie quotidienne. Un peu comme ici, vous voyez cette femme qui descend un escalier et l'enfant avec son geste qui veut s'échapper. C'est visiblement une représentation du réel, cela part d'une observation du vécu. Dans d'autres dessins, on trouve l'enfant assis dans une chaise, on le nourrit à la petite cuillère, où il apprend à marcher, on le tient par la main, ou on le tient avec une corde, avec un bâton. Toutes sortes de scènes inventées, ou encore les petits garçons qui vont faire pipi dans un coin. Toutes ces scènes qu'on n'est pas habitué à voir dans la peinture, Rembrandt leur donne une place. Mais à vrai dire, sa contribution à cette représentation du quotidien dans la peinture est beaucoup plus radicale. En fait, il met en question la frontière même entre peinture religieuse d'un côté, peinture du quotidien de l'autre. En effet, cette séparation existe dans les genres de peinture parce qu'elle existe dans la vision du monde. C'est la hiérarchie entre le sacré et le profane. Et on ne mélange pas les deux. Rembrandt, lui,
mais aussi les autres peintres du XVIIe siècle hollandais, vont le mélanger, et ceci de deux manières. Les uns vont représenter les êtres humains en leur donnant une monumentalité, une importance, une grâce telle qu'ils commencent à ressembler à des saints ou à des personnages surnaturels. Les autres, et c'est ici Rembrandt le meilleur exemple, représentent, ne cherchent plus à, disons, diviniser l'homme, mais plutôt à humaniser le divin. Et comment on humanise le divin? Eh bien, en représentant les personnages de l'histoire sainte, et vous savez que Rembrandt a peint tout au long de sa vie des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais il les représente comme si c'était ses voisins de palier ou de rue, comme si c'était des femmes et des hommes qu'il avait croisés dans la rue. De sorte que, parfois, quand nous ne connaissons pas le thème spécifique du tableau ou le titre, disons, qui était donné au tableau, nous ne savons pas s'il s'agit de Saint Paul en méditation ou d'un voisin de Rembrandt assis devant sa maison sur une simple chaise. Cette proximité de deux est une constante dans la pensée qui s'est fait jour aux Pays-Bas. En commençant par les premiers grands peintres flamands comme Robert Campin, dont on peut voir plusieurs tableaux à Madrid, ou Van Eyck, au XVe siècle, on voit déjà l'Annonciation se produire dans une chambre ordinaire d'une citadine hollandaise du XVe siècle. Et dans le panneau d'à côté, on voit son mari, c'est-à-dire Joseph, en train de travailler comme un menuisier parce que tel est son métier, mais ce menuisier ressemble exactement au menuisier que l'on peut voir dans les boutiques dans la rue voisine. L'un des théoriciens de cette interpénétration, Gerd Grote, qui avait lancé une doctrine dite de la dévotion moderne, demandait à tous les fidèles, d'abolir la distance temporelle qui les séparait de Jésus et de la Vierge pour qu'ils les sentent comme s'ils habitaient parmi eux, comme s'ils allaient ce soir entrer et partager leur repas chez eux. En ce sens, Rembrandt est un peintre foncièrement lié au mouvement de la Réforme. On peut dire que c'est le peintre protestant par excellence, puisque cette idée fait partie de la doctrine protestante. Ce qui dérange, en revanche, c'est l'habitude, celle-ci plutôt catholique, de séparer les deux mondes. Et cette manière qui rabaisse les personnages sacrés et les ramène dans le monde quotidien, bien sûr, provoque des réactions parfois violentes. Gravures et dessins montrent aussi cette proximité entre les personnages sacrés et les personnages de la vie de tous les jours. Par exemple, parfois, Rembrandt va saisir une expression, un geste, une position et la laisser dans un dessin comme celui-ci, mais
aussitôt après ou quelques années après, il va l'intégrer dans une composition où une femme de ce genre deviendra une fidèle écoutant l'enseignement du Christ. De l'un à l'autre, il y a un passage permanent. Il y a aussi un tableau connu de Rembrandt qui est une anatomie. Vous savez, un de ces tableaux qui montre la dissection du cadavre d'un homme. Mais ce tableau rappelle très fortement un autre. Il existe un tableau célèbre de Mantegna qui s'appelle le Christ mort et qui est très frappant car il nous présente le Christ de façon frontale. Donc le Christ est couché, mort, mais nous voyons ses pieds droits devant nos yeux. Eh bien, Rembrandt reprend la même composition qui donc dans l'esprit des fidèles rappelle la position du Christ, sauf que cette fois-ci, c'est d'une autopsie qu'il s'agit et que la personne autopsiée, c'était un voleur de grand chemin qui venait d'être exécuté. Je voudrais commenter un peu cet autre dessin un peu moins connu. S'il y a une histoire derrière ce dessin, c'est la personne que vous voyez là est une certaine Elsie Christens qui était venue de Danemark pour travailler comme bonne, comme femme de ménage pour les riches marchands hollandais à Amsterdam. Mais au bout de 15 jours, elle n'arrivait plus à payer son loyer. Elle n'avait pas encore reçu ses gages et donc elle est entrée dans une querelle violente avec sa logeuse. La logeuse l'a menacée avec un balai. Elle s'est saisie d'une hache. La logeuse, effrayée, a couru, est tombée et s'est tuée. Elle a pris quelques menus objets et s'est enfuie. Mais à Amsterdam, à cette époque, on ne plaisante pas avec le vol et la propriété privée. Elle sera donc vite attrapée, jugée et condamnée à mort. Cette mort consiste à l'attacher à un poteau et à l'exposer au regard des passants pour les effrayer, mais aussi aux oiseaux, aux corbeaux, qui vont ensuite attaquer le cadavre. Et pour illustrer le crime dont elle s'est rendue coupable, on lui donne quelques coups de hache sur l'épaule et la tête, et puis on accroche la hache, vous la voyez là, juste à côté de Elsie. Eh bien, Rembrandt a laissé 4 dessins de cette scène et on dispose aussi de dessins qui proviennent de ses élèves. Donc, il est clair qu'il a éprouvé une grande curiosité pour cette scène. Il s'est rendu sur place et en changeant un peu de position, il a dessiné à plusieurs reprises cette chose unique. Mais en même temps, la faisant de cette manière, comment ne pas penser à un autre crucifié célèbre tel que Rembrandt l'a peint maintes fois, et donc de voir que de cette manière, Rembrandt, sans vouloir sanctifier cette petite enfant qui a été punie pour son geste, sans vouloir la sanctifier, néanmoins voit la proximité entre la souffrance humaine et celle du Fils de Dieu. La réciproque est plus vraie encore
les images de personnages légendaires de Rembrandt, mais vous le voyez aussi avec ce Christ, sont eux aussi strictement humains. Donc, on peut dire qu'à partir de lui, peinture de genre et peinture d'histoire se confondent, le quotidien et l'extraordinaire ou le surnaturel s'interpénètrent, les frontières se brouillent, et cela non seulement entre les êtres dont il est question, mais aussi dans la manière même de dessiner et de peindre de Rembrandt. C'est par là aussi que Rembrandt nous reste si proche. Plutôt que de situer le sacré dans un monde lointain, solennel, intimidant, il montre les personnages de légende comme s'ils étaient nos voisins. Du coup, nous sommes invités de chercher cette même grandeur chez les êtres qui nous entourent. Si le monde de Rembrandt est aussi présent dans sa production visuelle, si celle-ci se laisse lire comme une représentation du réel qui l'entoure, qui est un peu la perspective de notre série ici, on peut se demander si nous n'avons pas aussi l'occasion de soulever le voile d'un secret, d'un grand secret, qui est celui qui nous attire vers l'œuvre des grands artistes, où nous ne pouvons manquer de nous demander quelles sont les conditions dans le vécu qui ont rendu possible le jaillissement de cette œuvre destinée à atteindre l'approbation universelle. Ou si vous voulez, de façon plus abrégée, quelle est la relation la meilleure, optimale, entre vivre et créer? Est-ce que cette représentation du quotidien du peintre lui-même ne peut jeter quelques lumières sur cette question lancinante? Eh bien, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a une période de la vie de Rembrandt qui se prête mieux que toute autre à cette exploration, et c'est la période pendant laquelle il vit avec Saskia. Cela va donc de l'année 1633 jusqu'à l'année 1642. En 1633, les deux vont se fiancer. Un an plus tard, ils se marient. Et 8 ans plus tard, Saskia meurt à l'âge de 30 ans. L'étude des archives d'Amsterdam a permis de reconstituer à peu près comment se déroulait cette existence commune. Saskia a été enceinte 4 fois pendant ses 8 années de mariage. Les 3 premiers enfants vont mourir très jeunes. Le premier en 35, il meurt 2 mois après. La seconde en 38 meurt 3 semaines après. La troisième en 40 meurt 2 semaines après. Le quatrième, Titus, survivra. Il est né en 41, mais c'est déjà l'époque où Saskia elle-même est malade et donc elle décédera 1 an plus tard. Alors, ce que je me propose de faire maintenant, c'est de parcourir devant vous quelques images représentant la vie quotidienne de cette petite famille, de Rembrandt, de sa femme et de leurs enfants, peut-être, et de voir quelle image elle nous donne des conditions dans lesquelles crée Rembrandt.
vous savez que Rembrandt s'est très souvent peint lui-même. C'est probablement l'un des peintres de l'histoire de la peinture occidentale qui s'est le plus souvent dessiné, gravé et peint. Et pendant la période en question dont je parle, donc en ces 9 années, il y a 12 autoportraits peints, plus une vingtaine de dessins, plus une dizaine de gravures, bref, un ensemble assez important. Ce qu'on observe quand on regarde ces autoportraits, c'est de voir qu'il y a plusieurs petites périodes au cours de cette période de vie commune. Dans un premier temps, tous les autoportraits de Rembrandt nous le montrent particulièrement joyeux. Il est ludique, il se travestit, il met des accoutrements, des décorations, des ornements, une plume, un chapeau médiéval, un costume presque de clown. Bref, il se travestit, il joue des rôles et respire dans cette vision celle d'un individu exubérant et épanoui. Dans un deuxième temps, en revanche, va venir un moment plus sombre. Il se trouve qu'il coïncide avec la période au cours de laquelle meurent les enfants du couple. Et on voit un personnage beaucoup plus grave, silencieux, le côté épanouissement et gaieté qui caractérisait les premiers portraits ne se retrouve plus. Et puis enfin, dans les 3 dernières années, c'est-à-dire au moment où Saskia sera justement malade, on a encore une troisième facette de Rembrandt qui se traduit par une sorte de grandeur. Cette fois-ci, il veut nous montrer qu'il est un personnage imposant. Ce portrait que vous voyez là ceci est une gravure, mais il y a un portrait peint qui correspond à cette gravure aussi, et son histoire est intéressante. À Amsterdam, en 1639, on assistait à une vente aux enchères d'un célèbre tableau de Raphaël qui montrait un courtisan, un homme qui est passé pour le grand maître de la science du comportement de la cour, parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Il Cortegiano, le courtisan, qui était Baldassare Castiglione. Et ce portrait fait par Raphaël était considéré comme l'un des plus beaux portraits qui soit, en général. Et puis il y en avait un autre qui se trouvait également à Amsterdam à cette époque, dans la collection d'un ami de Rembrandt, donc il le connaissait aussi, qui était, lui, peint par le Titien, et qui représentait, croyait-on en époque, Ariosto. Ariosto, le grand écrivain, l'auteur de Orlando Furioso, qui avait été aussi un ami des princes, un homme de la cour, ami des grands. Eh bien, Rembrandt choisit à cette époque de se représenter exactement dans la pose de ces 2 personnages très importants, et il engage une sorte de compétition avec les 2 peintres les plus respectés à l'époque, que sont Raphaël et Titien. Donc, à la fois, puisqu'il est l'objet de la peinture, et parce qu'il en est le peintre, en tant qu'objet, il se compare à ces écrivains célébrés. En tant que peintre, il voudrait être considéré comme l'égal des plus grands peintres italiens.
D'ailleurs, c'est à peu près à cette époque qu'on met son nom de famille quand il signe ses tableaux et ne s'appelle plus que Rembrandt, ce qui est son prénom, et non pas Van Rijn, qui est son nom de famille. Mais c'est bien ainsi que signent Raphaël, Léonard ou Titien. Les scènes d'enfants, que ceux-ci soient des nourrissons ou assez grands pour jouer entre eux, datent aussi, je l'ai dit, de ces mêmes années de vie commune avec Saskia. Et tout laisse à penser que la perspective d'avoir des enfants à lui a éveillé l'intérêt de Rembrandt pour ce sujet. Mais de quels enfants s'agit-il ? Je vous en ai montré une tout à l'heure avec la mère qui descend l'escalier. En voici une autre scène d'enfant, celle qu'on appelle souvent le vilain garçon, parce qu'il hurle et se débat dans les bras de sa mère, et une femme plus âgée essaye de lui donner conseil, mais comment tenir cet enfant qui veut absolument s'arracher aux mains de sa maman. Bon, mais toutes ces scènes, évidemment, et dans toutes les anciennes éditions des dessins de Rembrandt, on donne à chacun de ces enfants le nom de l'un des enfants de Rembrandt qui sont morts jeunes. Donc on dit Rombartus dans les bras de Saskia, etc. En réalité, depuis que les travaux d'archives, d'études des archives, nous ont révélé que les enfants de Rembrandt n'ont pas dépassé l'âge de 3 semaines ou 4 semaines, on sait que ces enfants ne sont jamais les enfants de Rembrandt. Ce sont les enfants des voisins. Mais certainement, la présence de ces enfants l'a rendu réceptif à l'existence d'enfants, mais elle ne l'a pas conduit à dessiner ses propres enfants, puisque ceux-ci mouraient, hélas, très jeunes. Tous les récits un peu sentimentaux que vous pouvez imaginer qui ont été élaborés autour de ces dessins ont été en fait un peu des œuvres de fantaisie. Il faut ajouter à cela que même si Saskia a parfois servi de modèle à cette mère qui tient un petit enfant dans ses bras, les traits des personnages sont chez Rembrandt toujours généralisés. En fait, ce qui l'intéresse avant tout, c'est le geste, sa signification, l'expression, le sentiment, mais non pas la précision individualisante dans le visage de tel ou tel. D'ailleurs, Rembrandt était donc un portraitiste, mais souvent ses modèles se plaignaient et parfois il refusait de lui payer les portraits qu'ils avaient commandés en disant « il a peint un Rembrandt » et non pas le portrait de Monsieur X. Et donc, il n'a pas cherché à désigner son individualité, il s'est attaché avant tout à la signification, à l'expression et non pas à la désignation. Donc, on a là plutôt l'impression que pendant que les enfants du couple Rembrandt meurent, les enfants des dessins prolifèrent, grandissent, jouent entre eux, sautent et s'amusent. Inquiétude et désolation peut-on imaginer d'un côté, joie et tendresse de l'autre. Comme si Rembrandt cherchait à compenser l'absence de ses enfants dans la réalité par la présence de ses enfants étrangers dans les dessins. Ou encore, comme s'il se fixait de cette manière aux enfants vivants pour ne plus penser aux enfants morts. Rien
en somme, ne nous informe sur ses enfants à lui dans ses dessins. On peut maintenant regarder les images de Saskia. En fait, Rembrandt a laissé peu d'images de Saskia qui soient désignées explicitement comme telles. Dans les dessins et gravures, il y en a en particulier deux. Celui-ci est le premier et vous voyez qu'il comporte aussi une inscription. Cette inscription dit « Ceci est dessiné d'après mon épouse, âgée de 21 ans, le 3e jour après nos fiançailles, le 8 juin 1633. » Et vous voyez que dans cette première image, c'est la première image dont on dispose, et donc elle nous montre Saskia telle qu'elle était quand il l'a rencontrée. C'est une jeune femme pleine de charme, élégamment appuyée, enfin à peine appuyée sur sa main, avec un beau chapeau. Elle est tout charme. On peut s'imaginer que c'était la vision que Rembrandt avait de Saskia au moment de leur mariage. La seconde représentation, toujours dans le monde de la gravure-dessin, est une gravure, et cette gravure est un double portrait. Ceci est très rare dans l'œuvre de Rembrandt. Il n'existe que celui-ci, car, je vous l'ai dit, il s'est peint une centaine de fois, ou dessiné, ou gravé, mais jamais avec quelqu'un d'autre. C'est la seule et unique fois où il s'est représenté avec quelqu'un d'autre. À vrai dire, cette gravure laisse une impression un peu de maladresse, parce que on a l'impression que Saskia a été d'abord représentée là, et qu'ensuite on a ajouté cette autre figure qui un peu l'écrase et la repousse sans que les deux soient vraiment articulés. C'est plutôt comme si sur la même feuille, Rembrandt avait voulu ajouter la seconde image, non pas qu'il ait pensé d'emblée à l'articulation des deux. Et ce dessin date de 1936, donc on peut imaginer, 1936 c'est l'année de la mort du premier enfant, donc on peut imaginer au lendemain, après, en tous les cas, cette mort, eh bien, les traits de Saskia sont bien changés ici, son visage s'est alourdi, il ne reste plus cette vivacité, ce côté malicieux qu'on pouvait voir dans l'image précédente. À côté de ces deux représentations où la femme de Rembrandt est montrée pour elle-même, on dispose de nombreux tableaux, gravures et dessins que les catalogues habituels de l'œuvre de Rembrandt désignent comme étant des portraits de Saskia. Mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il n'en est rien, car il existe une grande différence entre le portrait d'une personne pour elle-même et l'utilisation de cette personne comme modèle en vue de représenter un personnage autre, un personnage historique ou un personnage typique. En effet, on trouve par exemple des Flore, vous savez, cette incarnation de la déesse Flore, pour lesquelles on pense que c'est Saskia qui a posé. Oui, mais ce n'est pas pour autant devenu un portrait de Saskia. C'est simplement, elle a prêté ses traits. D'autres portraits, d'autres tableaux bien connus et d'ailleurs magnifiques représentent une courtisane. Mais la courtisane, qui est indiquée par toutes sortes d'accessoires qui vont figurer aussi dans le tableau, la courtisane, ce n'est pas Saskia qui est une courtisane, bien entendu. Elle a simplement servi de modèle pour
un tableau qui, lui, est destiné au commerce. Il a un tout autre destin. Il est vendu à un client quelconque. Le client achète Bethsabée ou Sarah dans l'attente de Tobit, ou bref, un personnage mythologique, une scène tirée de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, et non pas un portrait de Saskia. D'ailleurs, les autres femmes qui jouent un rôle important dans la vie de Rembrandt par la suite, après la mort de Saskia, il en va exactement de même. On dispose de tels tableaux dans lesquels on voit Sarah dans l'attente de Tobias. On se dit qu'à cette période, Rembrandt vivait avec une certaine Gertje Dirks et que c'est probablement ces traits qui ont servi de modèle. Mais en réalité, on n'en sait rien puisqu'on ne dispose d'aucune image dont on soit certain que c'est celle de Gertje. Et de même pour Hendrike, qui est, on peut dire, sa deuxième femme, bien qu'il ne l'épousera jamais, puisqu'elle lui donne un autre enfant, cet enfant qui survivra, qui est le seul qui survivra à Rembrandt lui-même, Cornelia. Eh bien là aussi, on dispose de magnifiques tableaux. Vous avez peut-être un esprit, un tableau où on voit une femme qui entre dans l'eau en ayant soulevé légèrement ses jupons. On se dit c'est sans doute Hendrike parce que ce sont les bonnes années, mais c'est peut-être Bethsabée qui prend un bain et à ce moment ce n'est plus Hendrike, c'est simplement un modèle. En fait, les femmes de Rembrandt servent à tenir le ménage de la maison. Hendrike était recrutée comme servante, Gertje aussi. Elles sont la nuit bienvenues dans le lit du maître et parfois peuvent donner naissance à un enfant. Elles sont également susceptibles de lui servir de modèle. Mais on ne sait pas pourquoi elles sont si fréquemment représentées. Est-ce parce qu'il les admire ou parce que ce sont des modèles gratuits? Un dessin de 1654, c'est-à-dire de 20 ans postérieur à la vie avec Saskia, montre un peu les trois fonctions. Cette scène assez élaborée représente l'atelier du peintre. Vous voyez là avec le chevalet et les toiles posées à côté. La femme a visiblement nettoyé, elle a posé de côté son balai, et puis là, elle est torse nu, donc elle est devenue modèle. En somme, c'est une femme qui joue tout le rôle nécessaire à Rembrandt autour de lui, mais qui n'est pas pour autant devenue l'objet d'une attention pour elle-même. Les images inspirées par Saskia, pour revenir à cette période, ne nous renseignent donc pas directement sur elle. Ou si elles nous renseignent, c'est pour dire que ce n'est pas vraiment quelque chose qui intéresse en tant que tel le peintre. Au cours de cette même période, surgit dans l'œuvre de Rembrandt un motif qui est absent avant comme après, donc dont on peut se dire qu'il doit être lié aux événements qui caractérisent son existence à cette époque, et c'est celui de la femme malade. On a du mal à penser que ce soit là une pure coïncidence. Il est très probable que l'inspiration de Rembrandt pour cette attention successive et fréquente pour la femme malade est liée au fait que son épouse est alitée et malade pendant les dernières années de sa vie dans sa propre maison. Dans la plupart de ses dessins, on voit cette femme appuyée
son visage sur sa main, mais vous voyez de façon beaucoup plus lourde que dans le dessin de tout à l'heure, dans lequel elle appuyait légèrement sa main, élégamment, alors qu'ici on a plutôt l'impression d'une pose qui est devenue conventionnelle dans la peinture classique, qui est celle de la mélancolie. On a souvent l'image de la mélancolie de Dürer présente à l'esprit. Eh bien, c'est forcément une femme qui appuie gravement sa tête sur ses mains. Cette femme mélancolique, parfois, elle crispe son visage. Une servante semble assise à côté d'elle, mais ses traits ne sont pas distingués. C'est uniquement sa pose, sa fonction qui est désignée ici, alors que ici, ce visage, on a du mal à y voir une femme de 28 ans, n'est-ce pas? Parce qu'elle mourra à 30 ans, visiblement marquée par la maladie. D'autres fois, c'est une femme plus épuisée encore, sinon plus désespérée. Là aussi, ce sont des représentations uniques dans la peinture de tout le siècle. Aucun autre peintre ne nous a laissé un tel témoignage. Ou un autre dessin plus élaboré montre cette femme installée dans une chambre. En fait, ils ont déménagé entre-temps. La servante est encore assise au pied du lit. Un autre fauteuil est vide là, sans doute que le maître de maison peut venir et tenir compagnie à sa femme. Les personnages ne se détachent pas vraiment du cadre, c'est un ensemble. Une fois de plus, ce ne sont pas les expressions individuelles qui importent, les visages sont juste indiqués. C'est une construction d'ensemble. Tout est calme, le silence règne, le servante poursuit mécaniquement ses gestes, mais autour de ce lit, la mort rôde. D'autres images montrent cette femme encore plus malade, un dessin, une gravure. Celle-ci date de la dernière année de la vie de Saskia. Eh bien, je ne vais pas vous montrer d'autres images. Je voudrais maintenant essayer de rassembler un peu ces indices que je viens de parcourir et conclure sur quelles conclusions nous pouvons tirer de cette observation sur la question que je me posais, celle à la fois de la représentation du quotidien dans son œuvre et celle aussi de l'indice sur qui s'y trouve ou qui ne s'y trouve pas, l'indice concernant la relation entre vivre et créer. Bien, je dirais que justement, il y a une double conclusion. D'une part, les héros et les saints qui habitent ces œuvres ne sont pas différents des êtres qu'on peut rencontrer dans la rue. Rembrandt a voulu saisir et représenter la vérité de toutes les situations, de tous les gestes. Il s'est montré lui-même dans les rôles du mendiant et du prince. Il s'est projeté dans tous les êtres humains qui peuplent son œuvre. Il s'est allé au-delà des apparences en nous montrant ces personnages séduisants et vulnérables à la fois, humains dans leur faiblesse même. C'est donc une leçon d'humanité et d'universalité que nous tirons de sa peinture, de ses images. C'est grâce à ces qualités que nous nous reconnaissons dans ces tableaux et y retrouvons nos propres émotions ou interrogations. Mais en même temps, on peut observer aussi un autre ensemble d'indices. L'identification universelle pratiquée par Rembrandt semble avoir un prix. Les individus sont comme sacrifiés à l'autel
de la connaissance. Lui-même se reconnaît en chacun, mais cela le met à part de tous. En dessinant les uns et les autres, en captant pose et mouvement, il semble mu par une curiosité universelle, non pas par la partialité, par l'affection pour tel être plutôt que tel autre. Il travaille avec empathie, pourrait-on dire, plutôt qu'avec sympathie. Elsie, la petite servante, a été clouée sur le poteau le matin. Dès l'après-midi, il faut amener les élèves au gibet pour qu'ils aient l'occasion de voir à quoi ressemble un cadavre tout frais avant qu'il ne commence à se dégrader. Les enfants qu'il a eus avec Saskia meurent les uns après les autres. Ce n'est pas une raison pour ne pas montrer des enfants qui grandissent et s'agitent joyeusement. Les autoportraits de Rembrandt sont à interpréter toujours avec prudence parce qu'ils représentent toujours Rembrandt dans le rôle de quelqu'un. Néanmoins, leur succession même est parlante. On passe vite du jeune homme joyeux et engageant des premières années du mariage à l'individu désabusé de la période suivante, avant d'aboutir au moment de la maladie de Saskia en cette sorte de vision un peu hautaine de lui-même. La maladie de Saskia elle-même, semble être une belle opportunité pour explorer le secret de ce corps affaibli, de ce regard désespéré. Ce qui intéresse avant tout Rembrandt, a-t-on l'impression, sont moins les êtres qui l'entourent que les images qu'il peut en produire. Il semble accepter comme condition nécessaire à la création artistique l'extériorité par rapport au monde observé. Nous devons donc, et c'est un peu vers cette conclusion que je me dirige, renoncer à toute déduction des vertus de l'homme à partir des qualités humaines représentées dans les images du peintre. Plus même que ce soit les détails de sa biographie ou les caractéristiques de son processus créateur, tout semble indiquer que Rembrandt ne possédait pas ces vertus, mais était prêt à se servir de ses proches afin d'atteindre son but ultime, réussir sa peinture. Les êtres autour de lui sont réduits à un rôle auxiliaire, ils sont devenus la nourriture de cet artiste à l'appétit insatiable. L'œuvre, semble penser Rembrandt, exige que l'artiste se donne tout entier à son art. Pour pouvoir dévoiler la vérité du monde, il doit être prêt à se détourner des hommes. Les artistes du passé ont été conscients de cette tension entre plusieurs finalités et ils ont accepté les conséquences qui découlent de ce choix. Le poète allemand germanique Rainer Maria Rilke a longuement réfléchi à cette question et il en conclut qu'il faut admirer les êtres qui savent sacrifier à l'art ce que les autres, les simples humains, appellent la vie. Tel était, à ses yeux, le sculpteur Rodin. Il était, dit-il, comme un grand fleuve qui a refusé de se partager entre deux lits, entre deux lieux où il s'écoulerait. Sa vie, disait Rilke, sa vie quotidienne et les êtres qui en font partie semblent le lit vide où il a cessé de couler. Tout à côté, on entend le grondement, le pas puissant du fleuve. Ou encore Cézanne,
toujours dans l'interprétation de Rilke. Pour faire quelques pas seulement sur le chemin de la passion, Cézanne a dû se détourner de tout, non pas avec dédain, mais avec l'héroïsme de quelqu'un qui choisit les apparences de la mort par amour de la vie. Et Rilke conclut sur lui-même, en tant que poète, « Je sais que je ne devrais pas rechercher ou désirer d'autres réalisations que celles de mon œuvre. C'est là qu'est ma maison, là les figures qui me sont vraiment proches, les femmes dont j'ai besoin, les enfants qui grandiront et vivront longtemps. Tout semble se passer comme si la générosité de l'œuvre exigeait l'égocentrisme de l'artiste, comme si seul le sacrifice de la vie pouvait assurer l'immortalité de l'art. » Rembrandt appartient, me semble-t-il, à cette même grande famille d'artistes pour qui le fleuve de la vie se sépare en deux lits qui ne communiquent pas entre eux. Le peintre est sensible à l'humanité de tout un chacun, depuis le Dieu crucifié jusqu'au petit enfant qui apprend à marcher. Mais les êtres qui l'entourent, eux, n'ont pas d'existence propre. La vie et la force de l'homme étant par définition limitées, les renoncements sont forcément inévitables. Rien ne prouve pourtant la fatalité de cette rupture, probablement inconsciente chez Rembrandt, car s'il est vrai que le créateur doit se donner tout entier à son œuvre pour qu'elle soit vraie, et qu'il doit même accepter de se rendre impitoyable envers lui-même, comme envers le monde qu'il habite, pour parvenir à en percer le secret. Donc, acceptons tout cela, mais rien ne l'oblige, une fois sorti de son œuvre, de rester fidèle à ce même choix d'inhumanité. Puisque, comme Rembrandt nous l'a si bien montré, Jésus, la Vierge et les saints peuvent vivre au milieu des autres hommes sans rien perdre de leur grandeur, la même voie est également ouverte aux artistes, créateurs des mondes comme Dieu, aux yeux de Rembrandt, est créateur du nôtre. Merci.